mission des Nations Unies en Libye organisera du 14 au 16 avril une conférence nationale. Elle sera appelée à dresser une feuille de route à même de sortir le pays d'une profonde crise. 11 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix centrafricain ont exigé la démission du Premier ministre Firmin Ngrebada. Ils souhaitent discuter directement avec le président Touadéra. En Côte d'Ivoire, de violents affrontements sur fond de grève des enseignants ont opposé ce mardi élèves et policiers dans plusieurs endroits d'Abidjan. Les scènes ont été rapportées par plusieurs témoins. Bonsoir à chacun et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce journal. La mission des Nations Unies en Libye, MANUL, organisera du 14 au 16 avril une conférence nationale. Elle sera appelée à dresser une feuille de route à même de sortir le pays d'une profonde crise. La MANUL en a fait l'annonce ce mercredi. La conférence qui se tiendra dans la cité historique de Gadamès, dans le centre de la Libye, doit ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus. Nous allons inviter toutes les catégories politiques libyennes sans exception, a déclaré au cours d'une conférence de presse dans la capitale libyenne Tripoli le chef de la MANUL, Ghassan Salamé. Il a précisé que cette conférence à laquelle prendront part entre 120 et 150 personnes est le résultat d'une longue série de consultations et de réunions préparatoires ayant eu lieu dans 57 villes du pays. Les participants sont appelés aussi à trancher sur un projet de constitution et à donner un délai pour la préparation des textes législatifs par le Parlement siégeant dans l'Est libyen et le Conseil d'État qui fait office de chambre haute à Tripoli. Salamé accuse régulièrement ces deux assemblées de prolonger la période de transition et de vouloir garder leurs prérogatives en retardant notamment l'adoption d'une loi électorale. Pour rappel, plusieurs ententes annoncées pour sortir la Libye de la crise n'ont pas été suivies dans les faits. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité, mais aussi pour remettre sur pied l'économie chancelante du pays. 11 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix centrafricain ont exigé la démission du Premier ministre Firmin Ngrebada. Ils souhaitent discuter directement avec le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Monsieur Firmin Ngrebada n'est plus crédible. Il ne fait donc plus office d'interlocuteur pour la suite du processus et doit être remplacé aux fonctions de Premier ministre, ont écrit ce lundi dans ce communiqué 11 des 14 groupes armés présents à Addis Abeba, où se tient une réunion de suivi de l'accord de paix sous l'égide de l'Union africaine. Les groupes exigent la formation d'un gouvernement d'union nationale et souhaitent désormais discuter directement avec le président de la République. Parmi les 11 groupes à l'origine de ce communiqué, on retrouve 2 des 3 principaux mouvements issus de l'Est Seleka, la coalition à dominante musulmane qui a renversé François Bozizé en 2013, l'Unité pour la paix en Centrafrique et le mouvement patriotique pour la Centrafrique. Le 3e groupe issu de l'Est Seleka, l'influent Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, dirigé par Noureddine Adam, n'a de son côté pas signé la déclaration, de même que 2 groupes anti-Balaka qui prétendent défendre les intérêts des chrétiens et des animistes. Cette réunion de suivi qui a débuté ce lundi à Addis Abeba a été convoquée par l'Union africaine le 6 mars dernier, après l'annonce du nouveau gouvernement issu de l'accord, jugé insuffisamment inclusif par la majorité des groupes armés présents à Khartoum. Dans leur communiqué, les 11 groupes armés considèrent l'accord toujours valable au détriment d'un gouvernement mort-né. Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre depuis 2013. Près d'un quart de ses habitants ont dû fuir leur domicile. De violents affrontements sur fond de grève des enseignants ont opposé mardi élèves et policiers dans plusieurs endroits d'Abidjan. C'était le cas près du lycée international Jean Mermoz en Côte d'Ivoire.
l'un des grands établissements français de la capitale économique ivoirienne. Les scènes ont été rapportées par plusieurs témoins. Les détails. Les enseignants d'une grande partie des écoles primaires et secondaires sont en grève depuis près de 2 mois, réclamant de meilleurs traitements et conditions de travail. L'université Félix Houphouët-Boigny, la principale du pays avec 60 000 étudiants, a connu 6 semaines de grève des professeurs, mouvement suspendu depuis début mars. Selon plusieurs témoignages, des élèves et étudiants voulaient empêcher les cours de se dérouler dans des établissements où la grève n'est pas suivie afin d'alerter sur leur situation, leur année scolaire étant gravement perturbée par ces grèves. Un groupe d'élèves et étudiants de la FESI, entendez la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en furie est venu pour déloger leurs camarades de Mermoz à Cocody, quartier chic d'Abidjan, a expliqué un témoin. Ils en ont été brutalement empêchés par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser, a-t-il poursuivi, faisant état d'élèves sauvagement battus par les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de pierre d'un côté et de lacrymogène de l'autre, a expliqué un parent d'élèves français du lycée. Des incidents similaires se sont déroulés devant le lycée moderne public de Cocody, où des policiers ont fait usage de lances à eau pour disperser des élèves qui ripostaient en leur jetant des pierres. Des affrontements ont aussi lieu à Koumassi, quartier populaire du sud d'Abidjan, selon l'agence Alerte Info. Les grèves dans le secteur public sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours. Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé ce mercredi que 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes qui ont également saisi des armes. C'était au cours d'une opération menée dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest du pays. Reportage. Les forces de sécurité tunisiennes ont abattu 3 djihadistes liés au groupe État islamique, dont la nuit de mardi à mercredi. Elles ont également procédé à la saisie de nombreuses armes. Parmi celles-ci, des fusils Kalachnikov, des ceintures d'explosifs, des grenades, des explosifs et des munitions. Une belle prise effectuée au cours d'une opération sécuritaire menée dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest tunisien. Selon le porte-parole de la garde nationale tunisienne, les 3 djihadistes tués étaient tous membres du groupe Joun al-Khilafa, entendez les soldats du califat liés au groupe État islamique. Toujours selon lui, 3 autres terroristes ont également été arrêtés dans la région du mont Saloum. Il faut dire que les forces de sécurité tunisiennes mènent régulièrement des opérations de ratissage dans les zones montagneuses frontalières de l'Algérie pour traquer les djihadistes qui s'y cachent. Les zones montagneuses du centre de la Tunisie sont également un repère de la branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la phalange Oka ibn Nafa. Les autorités tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre des combattants actifs de ce groupe. La Tunisie est confrontée après sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Et même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle en novembre 2015. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars, l'Observatoire de la langue française de l'OIF vient de publier son rapport quadriennal sur la langue française dans le monde. Dans ce rapport, l'Observatoire prévient que le nombre de francophones dans le monde pourrait doubler d'ici à 50 ans grâce au boom de l'Afrique. Mais encore faut-il relever le défi de la scolarisation au sud du Sahara. Basé sur des recherches approfondies et des enquêtes sur le terrain, ponctuées de cartes, statistiques et infographies, le rapport quadriennal sur la langue française dans le monde que vient de publier l'Observatoire de la langue française de l'OIF est un document très sérieux sur l'état de la langue française et ses évolutions récentes. Avec 300 millions de locuteurs, soit une progression de 10% depuis 2014, le français conforte sa place de 5e langue la plus parlée dans le monde
après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Selon Alexandre Wolff, coordinateur du rapport et responsable de l'Observatoire de la langue française à l'OIF, basé à Paris, ce dynamisme va s'amplifier. D'ici à 50 ans, le français sera parlé par 477 à 747 millions de personnes dans le monde, le faisant peut-être passer devant l'espagnol grâce au dynamisme fulgurant de la francophonie en Afrique. L'Afrique était encore en 2015 le deuxième continent francophone derrière l'Europe, abritant un peu plus de 40% des locuteurs du français. En 2070, près de 80% des francophones vivront en Afrique. De même, il est peu probable que les langues nationales africaines se substituent au français. En français, s'il vous plaît, sera le slogan de la Journée internationale de la francophonie, visant à promouvoir la langue de Molière sur la scène internationale. Ce slogan véhicule l'image d'une langue moderne, apte à nommer toutes les réalités du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l'économie, des sciences, des médias, selon la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui a pris les rênes en janvier de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Parlement du Venezuela, seule institution contrôlée par l'opposition, a approuvé ce mardi un test qui garantit aux militaires qui rompraient avec le pouvoir du président Nicolás Maduro d'être maintenus dans l'armée et de conserver leur grade, et ce, sous un nouveau gouvernement. Les précisions. Dans une énième tentative pour briser le soutien de l'armée au président Nicolás Maduro et l'inciter à se ranger derrière l'opposant Juan Guaidó, autoproclamé le 23 janvier dernier président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays, le Parlement a promis plusieurs garanties aux militaires. Il est garanti pour chaque militaire qui décide d'agir pour rétablir l'ordre constitutionnel et de ne plus obéir à celui qui usurpe le pouvoir dans notre patrie, qu'il sera réintégré dans l'armée. Tous les droits acquis, grades et décorations acquis par les militaires seront conservés. Dans le cas où il serait décidé de manière inconstitutionnelle de leur retirer leur grade ou de les expulser de l'armée, indique notamment un texte approuvé par le Parlement. Ce texte s'ajoute à un projet de loi d'amnistie proposé par Juan Guaidó, président du Parlement, à destination des militaires qui lâcheraient Nicolás Maduro. Mais pour l'heure, seulement 700 d'entre eux environ ont fait défection à ce jour, en Colombie ou au Brésil, dont aucun officier de haut rang. Le Venezuela compte environ 365 000 militaires et policiers. Les décisions du Parlement ne sont plus reconnues par le pouvoir depuis 2016. Dans les faits, ces prérogatives sont aux mains d'une assemblée constituante acquise au régime. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et à tous.